6h56. Le coq de la voisine s'égosille. Le soleil se lève sur le 14e jour du mois d'août. J'avais pris la décision de traverser la France en courant, depuis Paris jusqu'à l'Est. 660 km. J'ouvre les fenêtres sur la capitale, je respire, j'apprécie. C'est parti. Alors j'ai pris un sac, j'ai enfoncé un Mac, un guignon de pain, une bouteille d'eau, un peu d'envie, et je suis parti, comme si j'allais à la boulangerie. Alors je commence. Paris, Melun, Fontainebleau, Nemours, Montargis, Gien, et après il y avait Sancerre, Pouilly, La Charité, le 5e jour. Le 5e jour, j'arrive près d'un petit village construit autour d'une écluse qui avait localisé un camping pour y prendre une douche chaude, mais une fois arrivé, c'était rien que des mobil-homes. Pas de sanitaire donc. Alors je rebrousse chemin pour aller me laver dans la ville, mais je me retrouve à sec. Plus une goutte d'eau, un dimanche soir, à 23h. Je vois au loin une silhouette s'agiter, je m'approche, les lumières s'éteignent. J'écrase la sonnette, les lumières se rallument. Un homme sort, barbu, un piercing à l'arcade, le torse couvert de tatouages, l'air patibulaire. Il me demande ce que je lui veux, alors je lui explique la précarité de ma situation. Vous ne pouviez pas choisir meilleure demeure, me dit-il en souriant. Il s'empresse de m'inviter, m'offre à boire, à manger, je peux vous dire, j'en ai pas perdu une miette. Alors on discute, avec courtoisie, et puis il se lève et déclare « Je vais allumer le jacuzzi. » Monsieur, je me déshabille, je plonge et j'apprécie. Je me sentais comme dans un bouillon de légumes. Je me suis dit Tristan, quand les cuisses mijotent, c'est que les carottes sont cuites. C'était un moment délicieux. Alors le lendemain, je reprends mon chemin. J'y mouille, asile vif, Dorme et Vichy. Alors j'arrive aux alentours de Vichy, et puis je vois un vieux qui jouait les chasseurs-cueilleurs. Il était botté, pantalonné, vesté et chapeauté. Je remarque dans le son qui était les mains à droite une myriade de myrtilles. Et j'aime beaucoup les myrtilles. Alors je me positionne à ses côtés. Il me regarde, ne dit pas un mot, attend le signal. Et le temps est jeté, le signal donné, la course lancée. Le vieux, elle est technique, affûté, mais j'ai l'appétit du grizzly. Je plonge les deux mains dans les arbustes, et j'en tire les poignets, je m'en fais sans taper, vous comprenez, j'ai envie de bouffer les doigts. Vous nous auriez laissé qu'on aurait fini la forêt. En une après-midi. C'était un moment délicieux. Mais il est tard, monsieur. Alors, le soleil se couche, je reprends ma route. Et puis, je passe après Vichy, Thiers. Et après Thiers, il y avait cette ville. C'était... Oh, j'ai un trou. Bon, je suis allé jusqu'au Puy-en-Velay. Et au Puy-en-Velay, je passe, et l'Ardèche m'a offert ses plus belles tempêtes post-caniculaires. Mais le problème, c'est quand un Mac. Il n'y a pas de doigt. Donc, le temps est clément, les étoiles pétillent, c'est la fête, mais autrement, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Première nuit, il pleut. Alors, je trouve une salle des fêtes entrouverte, j'ai dormi sur le carrelage en compagnie d'un breton hydraté à l'eau de vie. Deuxième nuit, il pleut. Bon, je trouve le sommeil au pied d'un grand chêne. La troisième nuit, j'ai suivi des rafales de vent à 80 km/h, des bourrasques, à faire voler des pingouins, à retourner les baleines des parapluies, vous voyez. Alors, j'ai trouvé la salle, une porte d'un office de touriste déverrouillée, puis je me suis endormi au milieu des papiers. Quatrième nuit, tempête. J'ai rien trouvé. Enfin, rien trouvé d'autre que de rester éveillé, c'est peu dire. Puis on est descendu dans les négatifs. Alors autant vous dire que sans duvet, j'ai pas dormi. Ou plutôt 0 minute, 1 ou 2, grand max. Cinquième nuit, j'arrive à 23h
aux alentours d'une vieille chaumière des années 30. Il pleuvait, il ventait et gelait. C'est alors qu'un vieux monsieur sort de sa bâtisse et m'offre pour la nuit la caravane qu'il louait en saison haute. Imaginez donc les couvertures polaires, un vrai matelas, un vrai de vrai, comme dans la vraie vie, celle où les gens se lèvent pour partir au travail le matin. Alors il y avait une prise à côté de l'oreiller, je branche mon portable, j'écoute une chanson. Jacques Brel. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Les perles de pluie tambourinent sur la porte. C'était un moment délicieux. Le lendemain matin, j'arrive à l'Est. Il est midi, je m'assois sur un banc, je prends un sandwich, jambon beurre, supplément, cornichon. Un vieux monsieur dans un moi s'assoit sur le banc, il portait un long manteau en laine. Et le père de Méphisto au pied, un borsalino assouplissait son visage. Alors on discute avec courtoisie, et puis au bout d'un moment, je ressens comme un désagrément. Ce monsieur se joue de moi. De sa personne, il me présente qu'un versant. Et puis j'ai compris. Ce monsieur ne portait pas cette tenue parce qu'il aimait cette tenue. Ce monsieur portait cette tenue parce qu'il aimait l'image qu'il renvoyait quand il portait cette tenue. Et tout ce qui suivait, les mots qu'il empruntait, les expressions qu'il employait, ces mimiques qu'on imite, cette posture d'imposteur, tout participait à confectionner cette maquette qu'il affichait. Vous comprenez la volonté de renvoyer une image spécifique de soi-même à soi-même et aux autres. Nous tenons là l'essence du virage publicitaire qu'on observe dans les années 80, alors que Pepsi remonte sa course folle en arrachant les parts de marché au géant américain Coca-Cola. Pour ce faire, les publicitaires de Pepsi osent se focaliser sur le client plutôt que sur le produit. Ils vendent l'image d'un jeune qui s'amuse dans la fleur de l'âge, plutôt que les bienfaits d'un soda trop sucré pour vous. Tenez, une limonade. Ça coûte pas 6 € une limonade. Donc quand Starbucks vend pour 6 € une limonade, ils vendent pas une limonade. Ce qu'ils vendent, c'est la possibilité d'apparaître comme quelqu'un de branché dans la dynamique de son temps. Et les gens achètent. Parce que nous nous affairons tant à construire, à polir, à vernir notre image comme une petite boîte en chêne, aux gravures soignées, à la serrure dorée. Alors on ouvre la boîte, et elle est vide. Elle est toute vide. Elle est vide de toute chose, elle est pleine de rien. Comme si on cherchait tellement à exister qu'on en avait oublié de vivre. Et je pose la question suivante. Par quels moyens existons-nous? Quels sont les marqueurs de l'existence? En premier lieu, je dis la propriété. La propriété, ce qui est terrible, c'est qu'un homme qui achète une Rolex, il n'achète pas une montre. Parce qu'une Rolex n'informe pas celui qui la porte de l'heure qu'il est. Elle informe sur celui qui la porte, de l'homme qu'il est. Et il y a un ouvrage qu'Oscar Wilde a titré « L'âme humaine sous le socialisme », dans lequel il écrit ce passage. « Abolissons la propriété privée. Personne ne gâchera sa vie à accumuler des choses et des symboles de choses. On vivra. Vivre, c'est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des hommes existent. Voilà tout. Tout est dit.
Cela dit, on aurait beau abolir la propriété privée, qu'on n'éteindrait point le désir d'exister. Certes, nous n'existerions plus au travers de ce que nous aurions, mais nous existerions au travers de ce que nous ferions. Exister au travers de la maîtrise d'un art. On le fait tous les jours. Bonjour, je me présente, Monsieur Marandin, ingénieur en intelligence artificielle. Remarquez, parfois, le nom de famille trahit déjà l'art que nous maîtrisons à l'origine. Les familles boulangers, les familles charpentiers, bouchers, marins. Le nom de famille le plus répandu en France, c'est Martin. Le guerrier donc, celui qui maîtrise l'art martial. C'est ainsi qu'il est identifié, connu, donc reconnu. C'est ainsi qu'il existe dans la sphère publique. Le dernier marqueur d'existence, selon moi, c'est encore celui que nous revendiquons. Notre affiliation à une entité abstraite qui existe déjà dans l'imaginaire collectif. Par exemple, une entreprise, une communauté, un club sportif, une association caritative, un stéréotype, un archétype social. Et que nous en gâchons, et que j'en ai gâché des moments de vie à collecter ces marqueurs d'existence. Parce que c'est une question que de se demander quand est-ce que c'était la dernière fois que je me suis senti vivre. 660 km de vie. Mais qu'est-ce qui avait changé? Et qu'est-ce qui a changé depuis? Déjà, je prenais mon temps. Non mais c'est vrai, vous avez remarqué, on ne prend même plus le temps de perdre du temps. On ne donne plus à la vie cette opportunité de nous surprendre. Alors, au-delà de la contemplation, il y avait la préoccupation. Où vais-je manger? Où vais-je dormir? Où vais-je remplir ma gourde? Où vais-je? Tout court, en fait. Il n'y a pas de boussole là-dedans. Et puis, ces pensées rôdaient en permanence, elles rôdaient avec juste mesure. Trop peu pour me troubler, mais assez pour opérer ce que j'appelle la déconnexion de l'ego. La déconnexion avec toutes les représentations que nous avons de nous. La représentation que j'ai de moi, comment je me perçois, mais aussi comment je pense que l'autre me perçoit. Bref, toutes les représentations que nous avons de nous s'évanouissent, seules persistent les sensations du corps, soumis à l'effort, meurtri. Car voyez-vous, la misère a ceci pour elle, qu'elle vous épargne moins le gâchis que l'existence. Vous n'avez pas le temps d'exister quand l'assiette est vide. Enfin bon, exister confortablement ou vivre dans la misère. Il s'agirait d'en sortir par le haut de cette affaire. Alors en y repensant, je me suis rappelé d'un homme, du temps où je vivais en Australie. J'ai travaillé dans un restaurant quelque temps à Darwin, dans le Nord. Alors le mardi, je pars travailler, et à la fin de mon service, je prends le bus de la ligne O, direction Coconut Grove. Le mercredi, je pars travailler. À la fin de mon service, je prends le bus de la ligne O, direction Coconut Grove. Le jeudi, je pars travailler. Et à la fin de mon service, je prends le bus de la ligne O, direction Coconut Grove. Le vendredi, je pars travailler. Et à la fin de mon service, j'allais prendre le bus. Mais quelque chose attira mon attention. Voilà 4 jours qu'assis sur le banc de l'arrêt de bus, un policier sourit. Et dès qu'un bus faisait son entrée, l'homme se dresse, fait 3 pas en direction du véhicule, regarde à droite, regarde à gauche, et reprend sa position de surveillance initiale. C'est pas tant l'emploi fictif qui m'interpelle. Ici, on est en Australie, j'ai vu des gens être payés pour tenir un panneau parking tout de suite à droite. Même un homme de gauche, il voit ça, il va à droite. Et pas pour le parking, je vous garantis. Mais travailler, il faut bien travailler, il faut bien manger.
évidemment. Mais le sourire, tous les jours, toutes les heures. Le mardi, il souriait déjà. Le mercredi, je me rappelle, il souriait. Le jeudi aussi. Le vendredi. Là, c'est louche. Alors, je m'assois à côté de lui et je lui demande, c'est quoi ton projet à toi dans la vie exactement là? Comment tu fonctionnes? Alors, il me regarde et il me dit simplement, le matin, je viens, le soir, je repars. Entre-temps, j'ai bien aimé que les gens puissent circuler sereinement. Bon, il s'avère que ce monsieur a arrêté une bataille aborigène une journée dans le mois. C'est bien beau, mais ça ne justifie pas le sourire épanoui. Parce que pour quelqu'un de ma génération, c'est compliqué de s'imaginer s'épanouir durablement de cette manière. Alors j'interroge, mais il y a une promotion, c'est temporaire. Non. Mais t'as la passion, des arrêts plus aux heures de pointe, t'es livres rosés, mais qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Et c'est sur un ton détaché qu'il me dit, il ne s'agit pas de moi. Regarde les gens qui passent. Ils se sentent tellement protégés qu'ils ont oublié qu'ils n'en auront pas pour l'éternité. Il se dégageait de ce monsieur une telle tranquillité. Ce monsieur vivait. Il vivait dans ce monde où les autres s'épuisent à exister. Tout allait comme si les représentations qu'il avait de lui se dissolvaient dans l'émerveillement, dans l'attention et dans l'amour qu'il portait aux autres. Ce soir, quand vous irez vous coucher, vous éteindrez les lumières. Et alors, il n'y aura plus personne auprès de qui exister. Vous glisserez dans votre lit et vous vous demanderez que ce moment est précieux, est appréciable. C'est un moment de vie simple, débarrassé de l'impureté qu'est l'existence, avant qu'au petit matin, cette dernière ne recommence. Pour conclure, je dirais simplement ceci. Je n'ai jamais connu que deux hommes qui vivaient chaque jour que Dieu fait. L'un n'avait rien, l'autre